Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors nous sommes toujours à Strasbourg pour une série d'émissions concernant la justice. Alors nous allons aborder aujourd'hui le thème du procureur, alors du métier de procureur. Et pour cela je suis accompagné de Maître Kaloum, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Écoutez, ça va très bien. Alors justement, je vais vous poser une question qui va nous intéresser tous, parce que voilà, le métier de procureur, les procureurs on en voit souvent dans les séries télé, mais qu'est-ce que le métier de procureur réellement? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer s'il vous plaît? Oui. Alors, il faut savoir que la justice a plusieurs acteurs en fait. Et donc, parmi les acteurs principaux de la justice, on peut nommer évidemment le ou les juges qui vont trancher le litige, mais il faut savoir également qu'il y a d'un côté le procureur de la République qui a pour objectif ou pour mission d'apporter les preuves de l'infraction Alors, en matière pénale. Quand vous dites d'apporter les preuves, ça veut dire qu'il travaille avec qui pour apporter les preuves? Alors justement, donc lui, effectivement, il va se baser sur le rapport qui aura été transmis par les services de police. Et il a aussi la possibilité de demander en fait des mesures d'enquête. Et donc tout Donc cela, un procureur est susceptible de demander à des gendarmes ou à oui, des dans le cadre policiers d'une enquête. d'aller enquêter pour Exactement. lui? Oui, Et d'ailleurs, c'est le procureur de la République et la direction de toute enquête pénale. très bien, d'accord. Donc c'est lui qui dirige effectivement cette enquête. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera là au quotidien, mais c'est lui qui a la direction de l'enquête. Et donc il va essayer d'apporter toutes ces preuves-là. Et de l'autre côté, vous avez l'avocat de la défense. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour apporter une sorte d'équilibre. Donc vous avez le procureur de la République qui a pour rôle d'aller dans le sens généralement de l'accusation, même si ce n'est pas toujours le cas. Ils peuvent aussi considérer que l'infraction n'est pas constituée, mais c'est assez rare. Et de proposer une peine qui est généralement assez lourde. Et de l'autre côté, vous avez l'avocat de la défense qui va essayer donc soit d'expliquer que son client n'est pas coupable, soit d'essayer d'amoindrir la peine. Voilà en fait les deux rôles. Et donc ces deux rôles sont très essentiels. Et donc le magistrat, le juge du fond est là pour trancher entre ces deux positions. Et s'il n'y avait qu'une seule position, ça ne pourrait pas aller. Si le juge devait simplement écouter la défense et que personne ne lui expliquait les preuves qui vont dans le sens de l'infraction, comment est-ce qu'on pourrait avancer? Donc c'est pour ça que c'est un rôle qui est un peu décrié comme ça en le regardant, mais c'est un rôle qui est tout à fait légitime. Il faut bien que ce soit qu'il y ait une balance entre les deux, entre l'accusation et la défense, pour que le juge puisse trancher. Donc c'est un métier qui est tout à fait noble et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors justement, vous venez de parler d'un moment, là en l'expliquant, vous avez dit qu'il peut juger que la faute n'est pas constituée. C'est ce que Oui, vous c'est avez ça, dit. exactement. Mais alors imaginons dans le cas où voilà, le procureur dit écoutez, pour moi il n'y a pas de faute. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de procès, il se passe Oui, rien? alors, soit il le fait en amont, Oui. donc dans ce cas-là, la personne n'est pas poursuivie devant le tribunal. Le juge ne rentrera, ne sera même pas au courant. Ne sera même pas au courant. Donc il a quand même un sacré pouvoir. Ah oui, le procureur de la République, donc c'est un magistrat, il a fait les mêmes études qu'un juge du fond, et c'est quelqu'un qui dirige une enquête, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir d'un point de vue de l'enquête. Donc, et c'est lui-même qui décide de poursuivre la personne devant le tribunal correctionnel ou pas. Il est seul pour prendre cette décision? Alors, généralement, oui, c'est le procureur de la République. Alors, il peut se référer à ses supérieurs dans des cas très complexes, mais généralement, oui, il est seul à prendre cette décision. Et le cas où je vous disais qu'il revient sur sa position, c'est lorsque, par exemple, en écoutant les arguments de la défense, ou même en écoutant ce que le magistrat du fond, le juge, a dit en préambule, il se rend compte que finalement, et au vu des pièces qui sont versées aussi par la défense, que finalement l'infraction n'est pas constituée. Vous voyez? Donc, des fois, il peut revenir sur sa position en indiquant que finalement, est-ce que c'est l'infraction n'est pas trop constituée. grande responsabilité pour une seule personne? Parce que c'est quand même, là, je suis un peu étonné quand même je n'avais pas forcément les notions, et puis là, je ne savais pas exactement que, en fait, un procureur avait autant de pouvoir. Oui. Parce que, alors, je vais rentrer dans un cas vraiment farfelu. Ouais. Imaginons que voilà, on réussisse à soudoyer un procureur de la République, ça voudrait dire qu'on pourrait se permettre de certaines choses, parce que ça dépend que d'une seule personne. C'est rare quand même dans la justice française qu'une seule personne ait autant de pouvoir. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur de la République dirige les enquêtes de petite et moyenne envergure, en fait. Puisque lorsque un crime a été commis, ou pour certaines infractions correctionnelles, pour certaines infractions d'envergure, donc dans ce cas-là, c'est confié à un juge d'instruction. Et il peut y arriver même qu'il y ait un pôle de l'instruction, donc plusieurs juges d'instruction en charge d'un seul et même dossier. Donc en réalité, le procureur ne gère seul que les infractions mineures ou d'une gravité moyenne. Mais lorsque ça dépasse un certain niveau, par exemple pour les crimes, dans ce cas-là, c'est toujours confié à un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, si on peut juste faire un parallèle par rapport... C'est quoi, le juge d'instruction, du coup, fait les deux? Il est juge et procureur, c'est ça? Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge d'instruction, il a des pouvoirs encore plus étendus que le procureur pour mener en fait son instruction. D'accord.
Et donc, lui, son rôle, lui, il ne va pas pouvoir être présent au moment du procès. Il sera simplement là pour instruire non seulement à charge, mais également à décharge. Donc, trouver les arguments qui pourraient aller dans le sens de la culpabilité et des arguments qui iraient dans le sens de la non-culpabilité de la personne. Alors maître, justement, donc on va revenir, on va se reconcentrer un petit peu plus dans le cadre islamique, hein, et on va se placer au niveau du procureur. Alors imaginons que ce procureur, donc c'est de la confession musulmane, est-ce que voilà sa sensibilité, du coup qui va être musulmane, qui va être forcément, qui ne va pas être pareil par rapport à quelqu'un qui est totalement athée par exemple, est-ce qu'il ne va pas y avoir une contrainte par rapport aux lois du pays et à sa sensibilité, du moins où l'islam va forcément rentrer en compte? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des difficultés? Est-ce qu'au final, on peut être procureur et musulman? Alors oui, on peut tout à fait être procureur musulman, mais procureur d'abord, puisqu'en fait, là, ce que j'aimerais dire, c'est que la confession, là, n'a pas vraiment d'importance, puisque vous êtes censé faire appliquer les lois de la République et éventuellement poursuivre les infractions pénales. Donc votre propre avis ou votre sensibilité, elle n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut savoir qu'un procureur honnête, il poursuit lorsque l'infraction pénale, pour lui, est constituée. Il n'a pas d'élément d'appréciation en réalité. Alors, si, il pourrait, parce que des fois, ça se joue un peu à l'intime conviction, mais c'est toujours par rapport à ce cas précis et aux lois, en fait, pour savoir si la loi a été correctement appliquée ou s'il y a une infraction qui est constituée. Donc, en réalité, là, ce n'est pas vraiment une question de morale, puisqu'il faut appliquer les règles, donc décider de poursuivre ou pas, l'infraction est constituée ou pas. Mais le fait que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, protestant, ça n'aura pas vraiment d'influence dans ce cas-là, puisque vous devez appliquer strictement la loi. Alors imaginons, j'entends bien ce que vous dites, mais imaginons, on se remet dans le cadre de la récidive, toujours. Imaginons dans le cadre de la récidive, on est face à une jeune fille mineure, parce que je pense qu'un procureur peut s'occuper des enfants qui sont mineurs. Imaginons dans le cadre de la récidive, un cadre qui pose beaucoup de problèmes en France, vous le savez, beaucoup de gens se plaignent que souvent les personnes qu'on revoit dans les tribunaux, c'est souvent des récidivistes. Est-ce que, justement, je pense que l'islam n'a peut-être pas le même aspect sur la récidive, ne traite pas la récidive de la même façon que la traitent les lois de nos pays. Et ça va peut-être, du coup, un procureur va peut-être être encore plus sévère parce qu'il est musulman, parce qu'il a cette sensibilité musulmane où il va se dire, moi, mon apprentissage, ma confession m'oblige à être beaucoup plus dur avec quelqu'un qui est récidiviste qu'un procureur qui est, par exemple, catholique ou athée. Oui, mais justement, dans ce cadre-là, normalement, ces convictions religieuses ne doivent pas entrer en ligne de compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que même l'islam nous enjoint, évidemment tout le monde le sait, à appliquer les lois de la République. Donc dans ce cadre-là, il y a un système qui est mis en place avec des lois, en fait, qui sont des lois qui ne sont pas religieuses, qui sont les lois du pays. Donc il faut appliquer ces lois-là. Donc effectivement, qu'on soit de telle ou telle confession, aujourd'hui, ça ne devrait pas entrer en ligne de compte. Mais maître, pourtant, on sait bien, et ça c'est quelque chose quand même qui est enseigné dans l'islam, on sait bien que il faut toutes les personnes qui nuisent à la société, on doit les mettre de côté. Exactement. Est-ce qu'au bout d'un moment, justement, notre religion, elle va pas prendre le pas par rapport à ces lois où on va se dire, attendez, moi je vais défendre mes concitoyens, je vais être encore peut-être un meilleur atout pour la République, en se disant, ma confession m'apprend que cette personne qui récidive qui a volé 13 fois de suite, moi, je ne vais pas la laisser repartir pour qu'elle revienne une 14e fois. Je vais être encore plus dur et je vais lui donner une sanction exemplaire. Oui, alors le rôle du procureur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très encadré. Le procureur, il n'a pas des instructions au cas par cas, puisque c'est interdit, mais des instructions générales. Ils ont des instructions générales sur le type d'infraction qu'il faut poursuivre plus sévèrement, qu'il ne faut pas laisser passer. Et donc, en fait, ils ont déjà des instructions à suivre. Donc, vous n'avez pas la place pour votre conviction personnelle. C'est un tableau avec on va aller jusque-là, on va pas aller jusque-là, mais c'est-à-dire qu'on vous donne quand même des instructions sur comment doivent être traités les cas. Et qu'est-ce que le procureur doit requérir, par exemple, comme peine pour telle ou telle infraction? Donc, en réalité, c'est plus à quelqu'un qui est chargé de faire appliquer la loi, dont le libre arbitre est généralement assez limité, plutôt que quelqu'un dont on peut dire, en fait, qu'il pourrait se laisser emporter par sa morale, sa passion, ou encore d'autres valeurs qu'il aimerait mettre en avant. Et quelle est la valeur ajoutée, justement, d'avoir un procureur dans notre système politique juridique, pardon. Judiciaire, effectivement. Donc, justement, comme on l'avait dit, le procureur est là pour avoir ce rôle de représentant de l'État et pour poursuivre cette infraction-là. Mais pourquoi on ne prend pas des avocats, tout simplement? Pourquoi, pour chaque cas, on ne prend pas un avocat que l'État choisirait un avocat commis d'office ou des avocats... Parce que ça voudrait dire qu'un avocat
qui n'est pas fonctionnaire aurait la possibilité de mener une enquête, de diriger des fonctionnaires de police. Vous voyez bien que ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de lien hiérarchique entre ces personnes et l'avocat. Seule cette hiérarchie, elle est possible uniquement pour des personnes qui sont sous l'autorité judiciaire. Et c'est pour ça que les procureurs de la République font les mêmes études que les magistrats du fond. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir les compétences pour diriger une enquête et des fonctionnaires de police. Et un avocat, ce n'est pas son rôle. Est-ce que vous avez déjà pensé à devenir procureur, maître? Alors, c'est deux filières différentes, hein. Ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que vous avez des études communes, on va dire, jusqu'au niveau master, mais après, c'est deux concours différents. Donc, dans certains pays, vous avez, notamment en Allemagne, où les personnes qui sont bien classées, par exemple, dans le concours général, peuvent être magistrats, et d'autres peuvent être avocats. Mais en France, c'est pas comme ça. Le concours de l'École nationale de la magistrature et le concours de l'École des avocats est complètement différent. Donc, il faut choisir une voie, en fait. Et donc, après, c'est une question de sensibilité, mais encore une fois, je finirai par ça, c'est quelque chose de très louable. Un procureur, il exerce un métier qui est tout à fait nécessaire pour la société, et il faut en tenir compte également, et pas juste s'arrêter aux préjugés. Écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.